Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 17 janvier 2021. Les forces aérospatiales du corps des gardiens de la Révolution islamique ont organisé vendredi et samedi un exercice militaire à grande échelle baptisé le Grand Prophète 15 dans le désert central de l'Iran en mettant en œuvre une opération combinée de missiles et de drones. Le vaste exercice militaire comprenait le lancement d'un barrage de missiles balistiques sol-sol qui ont été suivis par des opérations menées par des bombardiers offensifs. Au cours de ces exercices, le corps des gardiens de la Révolution islamique a ciblé et détruit les navires fictifs de l'ennemi avec des missiles balistiques de haute précision à une distance de 1800 km. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur le message et l'importance de ces manœuvres, la nouvelle configuration des rapports de force dans l'océan Indien et la mer Rouge et l'entrée en scène de la nouvelle puissance, de cette puissance balistique émergente qui est Ansar Allah du Yémen. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. À peine quelques heures après que le plus grand bâtiment de guerre iranien, porte-hélicoptère Macron, eut quitté les côtes iraniennes à destination de la mer Rouge pour y accomplir ce que le chef de l'état-major iranien, le général de brigade Mohammad Bakari, a décrit comme étant le retour de l'Iran dans le détroit de Bab el-Mandeb, où la marine iranienne a pour mission de protéger les intérêts du pays et d'étendre la profondeur stratégique iranienne dans les zones situées bien loin du golfe Persique. L'Iran lance une nouvelle manœuvre navale, Ertedor Autorité 99. Que comprendre de toutes ces évolutions? L'épicentre des tensions US-résistance tend de plus en plus à changer de place pour aller du golfe Persique vers la mer Rouge, où pour le grand malheur d'Israël, la puissance militaire émergente qui est Ansar Allah vient d'être blacklistée par les États-Unis tout comme le fut le CGRI en 2019. En 2 ans, le CGRI a fini par rendre impraticables les eaux du golfe Persique pour la flotte de guerre US. D'ici 2 ans, Ansar Allah en fera de même pour la mer Rouge. En effet, depuis l'annonce du blacklistage d'Ansar Allah par les États-Unis, peu d'observateurs applaudissent, car cela veut dire très clairement que la résistance yéménite a désormais légalement sur sa liste noire non seulement les marines US évacuées de justesse de Somalie vers le Yémen et déployées à l'est, soit à Mara où l'Amérique cherche à remplacer le pétrole de Marib, mais encore les sionistes, eux, qui à la faveur des Émirats et leurs pétrodollars s'apprêtent à créer de bases navales à Socotra et à Mion. Et puis Macron a à son bord embarqué 4 vedettes rapides, dotées de 11 lance-roquettes en tout, mais aussi 4 sous-marins petits et de type Sabéat 15 avec 150 forces d'opération spéciales à bord qui peuvent débarquer si le besoin se fait sentir dans le cadre des opérations navales à venir contre les forces d'occupation US-Israël. C'est loin d'être rassurant pour une Amérique qui n'ose plus trop parler de son USS Georgia nucléaire dans le golfe Persique, par crainte d'éveiller la colère du Radij ou du Fateh iranien, ni non plus Israël, dont le sous-marin qu'il donnait comme partant pour une guerre navale anti-Iran n'a même pas osé quitter Eilat. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, et toujours depuis Paris, Monsieur Jacob Cohen, analyste politique. Madame Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à votre invité et bonjour à toute l'équipe Presse TV et tous les téléspectateurs. Madame Armidani, événement marquant de ce week-end dans la mer Rouge et l'océan Indien, les exercices militaires à grande échelle du corps des gardiens de la Révolution islamique. En marge de ces manœuvres, le commandant en chef du CGRI, le général
Salami a souligné que l'un des principaux objectifs de ces manœuvres était de pouvoir cibler les navires de guerre ennemis avec des missiles balistiques à longue portée. Quel est le message et l'importance de ces manœuvres au moment où justement le secrétaire d'État sortant des États-Unis, Mike Pompeo, continue de, en effet, proférer des menaces de guerre contre la République islamique d'Iran? En fait, effectivement, ces manœuvres sont très, très importantes sur le plan aussi bien militaire que politique, que social. Et d'abord, ceci, je dirais, casse le moral des Israéliens. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis aussi des forces américaines qui sont dans la région et qui ont été en fait mises en échec jusqu'à présent, aussi bien en Syrie, en Iran, en Irak et aussi au Yémen. Ceci est un message en fait qui montre bien la détermination aussi de l'Iran, non seulement de l'ensemble de l'axe de la résistance, non seulement à se défendre au niveau de la détermination, mais aussi au niveau de la réalisation militaire, mais aussi à mettre en application aussi les décisions qui ont été prises suite au vil assassinat du général Qasem Soleimani, qui est de mettre dehors toutes les forces américaines en dehors de toute la région de l'Asie de l'Ouest. Donc, en fait, il y a cet aspect. Il y a aussi le fait que cela montre quand même aussi à la fois la force de l'Iran, donc sur le plan, à la fois sur le plan militaire, mais sur le plan au niveau des missiles, mais aussi au niveau de la précision de ces missiles. Et sa détermination aussi à ne laisser passer aucun navire hostile et dans la région, que ce soit israélien, saoudien, qui d'ailleurs, malheureusement, je rappelle, saoudiens, bahreïnis et Émirats arabes unis qui se sont mis un peu sous le parapluie israélien, en fait, parce qu'on dit qu'ils ont normalisé les rapports. Non, ça c'est plus que ce sont des accords de coopération, de collaboration à la fois militaire et de renseignement. Donc en fait, ça montre à tous ceux qui sont dans la région, qui sont les alliés d'Israël et que par la pression de Pompeo, qui est partant et qui n'a plus que 5 jours au niveau du pouvoir, 5 à 6 jours, qui continue à donner effectivement des messages hostiles et une volonté d'agression de l'Iran, mais aussi qui fait des pressions sur l'ensemble des pays du Golfe et de l'Arabie saoudite pour faire un pacte avec Israël, en fait, de manière à encercler le front de la résistance. Et en fait, ça, c'est aussi une réponse très, très importante face à ce front ou face à cette coalition malveillante, je dirais, sous l'égide de Pompeo. C'est aussi une mise en garde et une réponse qui montre que, de toute façon, nous sommes au niveau de l'Iran et au niveau de l'ensemble du front de la résistance, déterminés non seulement à nous défendre, mais déterminés aussi à ne pas se laisser marcher sur les pieds et à vraiment libérer cette zone de l'ensemble des forces occupantes qui sont à la fois Israël qui usurpe les terres palestiniennes et les Américains qui sont encore très présents en Irak et en Syrie et qui même renforcent leur présence en Syrie actuellement. Donc ça, c'est un message de mise en garde, effectivement, très percutant. Merci pour ces précisions. Madame Bidani, restez avec nous, s'il vous plaît. Je vous le disais en début de cette émission, nous sommes également en ligne avec M. Jacob Cohen, analyste politique. M. Cohen, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir et bonjour à tout le monde.
Bien sûr, l'actualité, ces exercices militaires à grande échelle du corps des gardiens de la révolution islamique. Lors de ces exercices, M. Cohen, le CGRI a mis en œuvre une opération hybride de missiles balistiques et de drones bombardiers offensifs. En d'autres termes, le CGRI a réussi à étendre sa profondeur stratégique dans la mer Rouge et dans l'océan Indien. Quelle est l'importance de cette percée technologique et militaire de l'Iran dans son environnement géostratégique et dans le contexte actuel des évolutions de la région, M. Cohen? Je prendrai l'aspect politique et diplomatique, c'est-à-dire que, vous savez, si probablement que les négociations vont reprendre entre l'Iran et les pays qui ont signé l'accord, le fameux accord sur le nucléaire, la levée des sanctions, etc. Et en fait, il y a un élément, à cause de la pression du régime sioniste, qui craint par-dessus tout les missiles iraniens depuis quelques années. Le régime sioniste a réussi, grâce à ces liens, à réintroduire dans une future négociation qui probablement auront lieu, la problématique des missiles. Et d'ailleurs, on voit que des pays comme l'Allemagne ou la France disent qu'effectivement, alors que la question des missiles n'avait pas été incluse dans le précédent accord, dans les précédentes négociations, là, ils veulent le réintroduire. Et je crois que l'Iran a pris les devants, si vous voulez, en disant, voilà, ça fait partie de notre souveraineté nationale, ça fait partie de notre potentiel militaire de défense, et il n'est pas question, et au contraire, nous le développons et nous l'améliorons, et il n'est pas question que cela rentre dans les négociations. Prenez ça comme un fait acquis. Et donc, si vous voulez qu'on revienne aux négociations comme avant, et d'ailleurs l'Iran est tout à fait prêt, eh bien, ce problème sera mis de côté. Le problème des missiles n'entrera pas ne devrait pas entrer en ligne de compte. Merci pour ces éclairages, M. Cohen. Restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Midani, on semble assister aujourd'hui à un déplacement du foyer des tensions du Golfe Persique vers la mer Rouge. Alors, dans cet état de choses, dans quelle mesure Ansar Allah, le mouvement yéménite Ansar Allah, qui vient d'être blacklisté par l'administration américaine sortante, l'administration Trump, pourrait s'imposer comme un facteur, en effet, déterminant non seulement dans un éventuel conflit, mais aussi sur le cours des événements. Vous avez évoqué tout à l'heure justement dans ce processus de normalisation, de coopération des pays riverains du Golfe Persique avec l'entité sioniste. Je crois que de toute façon, effectivement, le fait de mettre Ansar Allah sur la liste des organisations terroristes est une véritable provocation par les Américains, mais qui est faite sous la pression israélienne. Ça, il faut le dire. Et puis, d'ailleurs, on a vu aussi que Ansar Allah, ils ont tiré des missiles sur la ville de Neom lorsqu'il y avait les rencontres entre Netanyahou et Mohammed Ben Salman, avec d'ailleurs, il y avait Yossi Cohen, le directeur du Mossad. Donc, ce missile a été tiré et c'était aussi une mise en garde de l'Arabie saoudite. Mais je voudrais aussi dire que Israël, depuis 2015, est partie prenante aussi dans cette guerre de destruction du Yémen, qui a été, rappelons-le, pratiquement commandité par les Américains lorsque Obama était venu, soi-disant, présenter ses condoléances lorsque le roi Abdullah est décédé. Et aussitôt qu'il est parti, donc cette guerre a été déclenchée contre le Yémen.
Donc, en fait, les hostilités israéliennes dans la mer Rouge, en plus du fait qu'ils ont insisté aussi et ils ont fait des pressions, les Américains et les Saoudiens ont fait des pressions pour que l'Égypte donne aussi à l'Arabie saoudite les îles de Sanafir et l'île de Sanafir, et aussi ils ont assuré les Israéliens de la liberté de passage. En fait, donc tout ça, ça préparait une volonté israélienne de domination de la mer Rouge, et en fait d'où ça devient effectivement une véritable menace pour la sûreté nationale, pas seulement de l'Iran, mais de l'ensemble des forces du front de la résistance. Je voudrais rappeler aussi que des navires iraniens ont été arrêtés dans la mer Rouge en destination de la Syrie, et ils ont été aussi arrêtés par soi-disant les Égyptiens, mais on voit aussi qu'il y a les Israéliens derrière. Donc en fait, ceci est et le fait qu'ils aient mis en plus Ansarullah comme organisation terroriste, ça montre la volonté hostile, effectivement, et belliqueuse, je dirais, des Israéliens, des Américains et de l'ensemble de ceux qui soutiennent Israël. En fait, ça devient un vrai risque pour toutes les forces de résistance et de la population, en fait, que ce soit aussi bien en Iran, au Yémen, en Syrie, au Liban, en Irak et bien sûr en Iran. Donc ça, c'est quand même aussi un point très très important, et l'importance de ces manœuvres aujourd'hui, c'est montrer que de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous défendons notre indépendance nationale, notre souveraineté nationale, notre sûreté nationale, parce que c'est notre droit et nous faisons tout pour ça. Voilà. Merci encore, Madame Medani. Monsieur Cohen, l'axe américain sioniste chercherait d'une manière ou d'une autre, concernant les évolutions en mer Rouge, à couper la voie maritime et stratégique, le détroit de Bab el-Mandeb, à l'Iran, à la Syrie, à l'Irak, à la Chine et même à la Russie. Alors, avec les récentes évolutions, notamment le retour du porte-hélicoptère géant iranien, Macron, alors dans cette région, le blacklistage du mouvement yéménite Ansarallah, à quel scénario faudrait-il s'attendre? En d'autres termes, quelles sont désormais les marges de manœuvre du tandem américano-israélien? Bon, je dirais ceci, c'est que depuis une vingtaine d'années, le régime sioniste a poussé à une espèce de confrontation tous azimuts, c'est-à-dire diplomatique, économique, financière. Financière, il a fait pression sur les pays, tous les pays occidentaux, prétextant que l'Iran voulait effacer Israël de la carte. Ça veut dire qu'il y allait y avoir un deuxième génocide, et l'Occident est très sensible à ce genre d'argument. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette argumentation, elle est développée par un organisme américain qui s'appelle le MEMRI, qui est supposé traduire en anglais, en français, etc., les discours iraniens. Et donc, il les traduit dans le sens qui lui va le mieux. Et comme les médias sont tenus, on sait, grosso modo, par le lobby judéo-sioniste, donc on n'entend pas vraiment le son de cloche iranien. Et d'ailleurs, ça se voit ici. Le son de cloche purement iranien est très peu entendu, peut-être 10% ou 20% maximum des médias et du public. Et donc, mais malgré tout, on peut estimer que pendant 20 ans, l'Occident et Israël n'ont jamais osé franchir le pas de la confrontation. Bon, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais disons que s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que le prix à payer était très très élevé. Et à mon avis, s'ils avaient pu le faire comme en Irak, comme d'autres pays, à mon avis, ils auraient osé l'aventure.
mais comme il y a un prix à payer et ils le savent, ils sont restés jusqu'à présent dans le domaine des menaces, des sanctions, des négociations, etc. Donc je ne crois pas je suis qu'un simple observateur. Ceux qui savent ce qui va se passer sur le plan militaire sont peut-être quelques dizaines. Mais disons, je ne crois pas qu'on franchira le pas vers une confrontation militaire, d'autant plus qu'avec ces missiles, on sait très bien qu'il y a un point très faible au niveau des alliés des Arabes ou les monarchies du Golfe dans la région, c'est qu'ils seront les premiers visés. Parce que ça sera une confrontation globale, et donc pour l'Occident, ça sera une perte terrible. Ça veut dire la fermeture du détroit, la destruction d'une grande partie du pétrole. Et donc, à mon avis, tout ça joue en faveur de la confrontation à laquelle on assiste, et plus une espèce de partie de poker pour monter les enchères, trouver un modus vivendi. Mais d'ailleurs, les dernières manœuvres iraniennes ont montré qu'une confrontation militaire serait encore beaucoup plus difficile pour l'Occident. Et donc, on arrivera probablement à pas une confrontation militaire, mais diplomatique, politique, financière. Monsieur Cohen, avec Oui. le départ de Donald Trump et l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, qu'est-ce qui va changer dans le discours anti-iranien de l'entité sioniste et des milieux, en effet, pro-israéliens aux États-Unis? Il y a une espèce de contradiction chez les démocrates. C'est-à-dire, d'un côté, les démocrates ont lancé des guerres au Moyen-Orient et ailleurs, et en même temps, les démocrates ont cherché un accord avec l'Iran. Et donc, c'est très difficile d'imaginer ce qui va se passer. Bon, on peut estimer que Biden cherchera à revenir à un accord avec l'Iran. Je crois qu'ils chercheront plutôt cette issue diplomatique. En même temps, les démocrates sont, disons, comment dire, ils sont un peu nerveux de la gâchette. Et donc, malheureusement, ils pourraient chercher une aventure militaire quelque part. Mais ceci dit, comme je l'ai dit précédemment, je ne crois pas qu'ils la chercheront du côté iranien. Monsieur Jacob Cohen, écrivain et analyste politique, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.